moins jeune que Iodi et autres, mais il est ancien parce qu'il est à sa deuxième participation à l'élection présidentielle. Alors, interrogeons-les du plus petit au plus grand. En termes de résultats, Toumani Dame Njoya est la plus petite parce que c'est sa première participation, mais je la mets dans le groupe des anciens parce qu'elle a un long parcours politique. Toumani Dame Njoya donne des garanties d'une femme politique sérieuse. Quand vous voyez son parcours, plusieurs fois, elle a pris des initiatives pour organiser une sorte d'union de l'opposition. Donc, elle ne fait pas partie, de mon point de vue, des infiltrés. Le moins important, Joshua aussi refuse toute alliance. Toute alliance. Comment on peut aller dans une compétition avec pour idée de renverser un régime, dont le régime M. Paul Biya, en poste depuis 33 ans, et s'interdire de manière radicale toute alliance avec les autres opposants. Au motif que, Joshua le dit, eux, ils ont beaucoup travaillé. Ils ont tellement travaillé qu'ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre vienne récolter à leur place. Donc, ils refusent les alliances. Non. Ils travaillent pour le régime. C'est son rôle de refuser les alliances pour être de ceux qui vont, quelque temps après, déclarer le candidat Paul Biya élu. Ben, son petit frère en âge, mais son grand frère, sur le plan du poids politique, Cabral Libi, n'est pas loin de là. C'est un frère, je ne dis pas un frère. Mais quand j'écoute son discours, mais mon frère Libi, tu ne peux pas gagner l'élection présidentielle de 2025. Tu ne peux pas la gagner. Tu as dit en 2018 que c'est un opposant qui avait gagné. Un opposant peut la gagner. Pourquoi? Toi, tu as un poids politique, Libi, et je le reconnais. Un réel poids politique, mais tu ne peux pas gagner. Mais pourquoi conserver ce poids politique pour toi seul et nous retrouver dans une situation où tu n'auras pas gagné et dans le même temps, tu n'auras pas gagné l'élection, mais tu auras contribué à faire perdre l'opposition. Comment le comprendre? Comment comprendre oui, que tu veux à tout prix être candidat, mais candidat pour perdre, candidat pour t'assurer que les voix de l'opposition ont diminué. C'est merveilleux quand même. Si moi j'avais la conviction que Cabral Libi pouvait gagner cette élection présidentielle, je dirais mettons-nous tous derrière Cabral. Mais non seulement Cabral ne peut pas la gagner, mais encore, s'il venait à être désigné comme candidat consensuel, Cabral n'aurait pas suffisamment d'étoffe pour revendiquer sa victoire. Malheureusement. Il nous reste donc deux candidats. Et je vais les classer de cette façon. Je vais parler d'abord de Bello Bouba Maïgari. Bello Bouba Maïgari est un grand poids politique, mais il n'est pas sérieux non plus dans cette élection. Et je vais en donner la preuve. Bello Bouba a eu la démission la plus controversée. Jusqu'à présent, la lettre de démission de Bello Bouba n'a pas circulé. On nous a dit qu'il avait démissionné, d'autres disaient qu'il n'avait pas démissionné. On était un peu dans une sorte de labyrinthe, un flou artistique, un clair-obscur. Ensuite, rappelez-vous que c'est poussé par les militants de son parti, lors du dernier congrès, de la grande réunion, que Bello Bouba a décidé enfin de se séparer de la plateforme qui l'unissait au RDPC. Des informations venues de l'intérieur font état de ce que c'est la base militante qui a imposé cette attitude à Bello Bouba. Très ami à Paul Biya, on se dit qu'il est très mal à l'aise. Il a été très mal à l'aise dans cette posture. Donc, nous avons de bonnes raisons de penser qu'il est un agent infiltré. Et le dernier, Issa Tiroma Bakari. Alors, on me dira, et lui, il n'est pas infiltré. Ce que je pense de Issa Tiroma, c'est que c'est un homme entier. Quand il faut faire le mal, il le fait totalement. Quand il décide aussi de faire le bien, il le fait totalement. C'est-à-dire, c'est l'homme des extrêmes. Personne ne peut s'engager pour le mal ou pour le bien autant que Issa Tiroma. C'est pour cela que personnellement, j'ai le sentiment que Issa Tiroma s'est trouvé mal à l'aise avec ses amis d'hier, vraiment mal à l'aise, et il s'est révolté. Il s'est révolté tout en se disant que le moment de Paul Biya est fini, que l'époque de Paul Biya est finie, cette occasion. Donc, la candidature qui me semble, non pas que Issa Tiroma n'ait pas servi le régime, non pas qu'il n'ait pas beaucoup d'acquaintance avec Paul Biya, bien au contraire, je le pense, mais je pense dans le même temps que Issa Tiroma fait partie des gens qui ressemblent à Macky Sall au Sénégal, qui ayant travaillé avec Abdoulaye Wade, bien travaillé, ayant occupé de grandes fonctions, a quand même eu l'ambition de renverser Abdoulaye Wade. Et il y est allé. Et il a renversé. Il a pris son courage. Et une fois qu'il a renversé, vous connaissez toutes les misères qu'il a créées à la famille Wade, notamment au fils de Wade qui était ministre du ciel et de la terre. Il y a donc des gens comme ça qui sont à côté de vous et qui se disent que si vous ne respectez pas leur personnalité, à un moment donné, ils peuvent vous faire ça dur.
j'en viens à penser que Issa Tiroma Bakari est donc le candidat qui est déterminé à faire ça dur à Paul Biya. Ça, c'est ma pensée légitime en ce moment. Le candidat déterminé à faire ça dur à Paul Biya s'appelle Issa Tiroma Bakari. Et lui, il présente des garanties de quelqu'un qui pourrait défendre bec et ongle sa victoire s'il avait la conviction qu'il a gagné l'élection présidentielle. Ce qui n'est pas le cas de quelqu'un de tempérament de Bello Bouba. Bello Bouba est de tempérament très mou. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a toujours préféré la conciliation, les concessions. Et Issa Tiroma est un guerrier. Il est avec vous quand il faut être avec vous. Il charbonne. Mais quand vous l'énervez, il va de l'autre côté. Et il charbonne encore de ce côté-là. C'est pour cela que si je devais donner mon orientation, parce que nous sommes effectivement à une semaine de l'élection présidentielle, je dirais que je souhaite que l'opposition se réunisse autour de ce candidat-là. Ne serait-ce que pour qu'à un moment donné, on croit que l'opposition n'est pas totalement vassalisée. Mais ce serait aussi pour le peuple un bon geste, un grand geste. Le peuple attend cela de cette opposition-là. Si ce tournant est perdu, je vous prédis des jours qui seront très difficiles pour toutes les personnes qui sont dans la posture d'opposant. Ce seront des jours vraiment difficiles parce que cette victoire qui sera donc forgée à coup d'argent et de tout ce qu'on voit sur le terrain va bien demander qu'il y ait des gens qui payent la facture. La situation économique du pays va s'aggraver. Vous voyez tous les faux chantiers qu'on a lancés à la veille de l'élection présidentielle pour nous convaincre de la capacité du régime actuel à bien faire les choses. Nous-mêmes, enfants, on nous disait qu'on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Pour moi qui ai été éleveur, on ne nourrit pas la poule le jour du marché parce que dans cette posture-là, elle peut vous créer beaucoup plus de difficultés. Il faut que son estomac se soit calmé pendant que vous l'envoyez au marché. Donc, ces chantiers qui pilulent, le coût même estimé à près de 70 milliards de francs de la dépense pour cette élection présidentielle, ça c'est même des coûts officiels parce que nous qui voyons l'argent circuler, nous imaginons qu'ils sont au moins à 3 fois ce montant. Ça circule abondamment. Donc, rendu à cette date, toute personne, toute élite, tout leader d'opposition sérieux devrait quand même se prononcer. Et moi, je n'ai pas varié d'un iota là-dessus. Je ne pense pas que le candidat Paul Biya ait encore quelque chose à démontrer pour l'élection qui arrive et encore moins pour la gestion de l'équipe. Est incapable de battre campagne. Bon, il est incapable depuis longtemps de battre campagne. Depuis au moins 2011, il ne bat plus véritablement campagne. Mais sa présence aussi est devenue un objet de satisfaction chaque fois qu'il apparaît. Donc, je pense que le Cameroun n'a pas besoin d'être géré de cette façon-là. Sérieusement, je pense que le Cameroun a besoin d'un homme qui s'engage. Et au président Tiroma, si vous veniez à être élu président de la République du Cameroun, je vous souhaite un mandat court. Je vous souhaite un mandat court, pas parce que je souhaite qu'on vous renverse. Je souhaite que ce soit un mandat de transition, honnêtement. Je souhaite que votre connaissance et votre maîtrise de l'appareil politico-administratif vous aident à mieux structurer notre État, à mieux structurer nos institutions et à ouvrir réellement le jeu démocratique. C'est ce que je souhaite que vous fassiez. Parce que des gens comme moi arrivent alors pour être de vrais candidats de l'opposition le moment venu. Mais vous êtes notre Jean-Baptiste. Vous n'êtes pas le Jésus. Tiroma, vous n'êtes pas le Jésus, vous êtes Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est celui qui montre la voie et le Christ vient faire le travail. Il faut avoir en pleine conscience cela. Il faut dire que l'État au Cameroun est né sous un prisme particulier. Est-ce qu'il faudrait rappeler ici pour la jeune génération que le Cameroun, à côté de certains autres pays africains, s'est illustré comme une grande nation, un grand peuple au moment des indépendances. On va même jusqu'à dire que, mis à part la Namibie, aucun autre peuple ne s'est montré aussi farouche que le Cameroun dans la défense de l'intégrité de son territoire. Donc, pourquoi je fais ce bref rappel historique? C'est pour nous amener à comprendre les dispositions particulières que le colon a dû prendre dans le cas du Cameroun. Vous savez, il faut faire attention lorsque vous avez un enfant dont l'intelligence est manifeste et que vous exposez. Les méchants, entre guillemets, peuvent prendre des dispositions pour hypothéquer sa vie, pour hypothéquer son avenir. Ce parallèle que nous faisons permet de comprendre ce qui est arrivé au peuple camerounais. Avant les indépendances, pendant la colonisation, le peuple camerounais a montré une unité et une conscience politique remarquable. Ce qui a poussé notamment la métropole française
à réfléchir sur les moyens de diviser, de casser cette dynamique. Et vous verrez que tout au long de l'histoire du politique du Cameroun, c'est la technique qui a été utilisée. Mais pour ne pas nous faire très long sur ces considérations préalables, je voudrais que nous revenions aux années de retour à la démocratie, comme on a appelé, avec ce qui a été baptisé le vent de l'Est. Le vent de l'Est. Il faut dire que le président actuel du Cameroun, M. Paul Biya, est un conservateur du plus haut point. Il ne s'est jamais, mais alors jamais, préparé à une idée d'ouverture démocratique pluraliste. Mais très futé, très malin, lorsqu'il a été poussé à accepter la démocratie, il a d'abord laissé faire. C'est-à-dire que la première attitude a consisté, pour lui, à se mettre à dos des turiféraires du régime RDPC. Vous vous rappelez encore la marche qui avait été organisée par des gens comme Emma Basile pour dire non à la démocratie précipitée. Quelque temps seulement après, ils étaient étonnés de l'annonce faite par le chef de l'État, Paul Biya, qu'il fallait que le RDPC se prépare à la compétition démocratique. Alors, les analystes de l'époque avaient cru voir en cela une sorte de désaveu. Ils avaient dit que le président Paul Biya avait désavoué les turiféraires du RDPC. Non, c'était là le début de sa stratégie. Il n'avait pas désavoué le RDPC. Il leur avait passé un message subliminal. Il leur avait dit, il n'est pas intéressant que nous montrions aux yeux du monde notre refus catégorique de la démocratie. Nous allons contourner savamment cette chose-là, pour autant qu'elle veuille vraiment s'imposer à nous du dehors. Alors, la découverte a été assez sanglante pour le RDPC et son chef, lorsqu'en 92, je l'ai dit la fois dernière, l'opposition a gagné l'élection présidentielle. Je précise encore, je n'ai pas dit ici, comme on dit souvent, que Froundi avait gagné l'élection présidentielle, mais moi je considère le score de l'opposition, qui était un peu plus de 60%, toute l'opposition réunie, comme une victoire. Évidemment, dans ces conditions-là, nous reconnaissons que l'opposition avait gagné l'élection de 92. Mais c'est là que tout a donc véritablement commencé. Les enfants disent c'est là que le massacre commence. Comment le massacre a commencé? Comment il s'est organisé? Première chose, fabrication d'une opposition de convenance. Il faut vous rappeler ici que parmi les figures de proue de l'élection présidentielle de 92, vous avez des gens qui ont participé directement, mais vous avez aussi des gens qui ont participé de manière indirecte. Je voudrais citer quelques grands noms de cette opposition à l'époque. Bello Bouba Maïgari, Augustin Frédéric Kodok, Dakole Daïsala. Je vais m'arrêter à ces trois noms d'abord et vous montrer comment le président de la République s'est organisé pour que ces trois figures majeures de l'opposition lui soient acquises ou soient acquises à sa cause, même en se présentant comme des opposants. La première chose que le président Paul Biya a faite, c'est qu'il s'est rapproché de Bello Bouba bien avant, alors que Bello Bouba était encore du côté du Nigeria, et il lui a tendu la main fraternelle, en lui rappelant leur paternité commune, leur filiation commune. C'est ainsi que, donnant des garanties au président nigérian de l'époque, le président Paul Biya a fait revenir au Cameroun le ministre d'État actuel, Bello Bouba Maïgari. Il lui a accordé un certain nombre de faveurs et il l'a aidé, entre autres, à prendre la tête d'un parti politique d'opposition qui existait déjà, l'UNDP. L'idée étant ici de communautariser l'UNDP. Parce que à cette époque-là, l'UNDP est vraiment une union nationale démocratique pour le progrès du Cameroun, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP. Les figures de cette union du UNDP sont connues. Samuel Eboa est la figure la plus marquante. Alors, l'idée ici, et le plan qui a été mis en jeu, était de renverser Samuel Eboa, de donner l'UNDP à Bello Bouba, à côté de certains de ses frères comme Issa Tiroma, Antarga Sagaï et autres, afin d'isoler l'UNDP et d'en faire un parti communautariste, un parti du Nord. Et Bello Bouba, dans la pensée de Biya, était donc chargé d'adoucir les consciences de ce côté-là, d'assurer une certaine stabilité du pouvoir de ce côté-là. Passons. Augustin Frédéric Kodok, qui est-il? Augustin Frédéric Kodok est un monsieur qui a quitté le Cameroun en compagnie de M. Paul Biya dans le même avion et d'un autre monsieur qu'on appelait Foumanakam. Ces témoignages, nous les avons d'une personnalité particulière. En fait, Ruben Oumiobe
avait organisé le voyage de Kodok pour la France, où il devait aller poursuivre ses études, revenir servir les intérêts du parti nationaliste UPC. Alors, dans cet avion-là, Kodok et Biya, qui se connaissaient déjà, ont davantage tissé leurs liens. Ils vont séjourner en France ensemble et tisser une grande amitié. Kodok est d'ailleurs signataire comme témoin sur l'acte de mariage qui unissait le président Paul Biya à sa première épouse, Jeanne-Irène Biya. Donc vous comprendrez que c'est de grands amis. Kodok et Biya sont de grands amis. Et ça, le peuple ne le sait pas. Vous comprendrez par la suite comment Kodok va sauver Paul Biya lors de l'élection législative de 92, qu'il perdra évidemment une fois de plus. Parce que la majorité des députés se trouvant du côté de l'opposition, Paul Biya avait besoin de certains ralliements et deux partis se sont ralliés à lui, au RDPC, notamment l'UPC, mais également le MDR, de Dakole Daïsala. Dakole Daïsala qui est un autre ami du président Paul Biya. Donc, depuis lors, il est dans les habitudes du président Paul Biya de faire des préfabriqués opposants qui lui permettent, quand il est en difficulté, de s'en sortir. L'autre technique que le régime RDPC et son chef utilisent depuis 90, notamment après l'élection de 92, c'est de laisser les gens voler. Les gens volent à ciel ouvert et ils volent beaucoup. On les laisse voler parce qu'on sait que plus tard, lorsqu'ils voudront se constituer en contestataires du régime, on va leur brandir leur dossier noir, leur dossier sale. Mais on va plus loin. On favorise les mauvaises pratiques économiques. Le Cameroun est champion dans le système qui consiste à ne pas livrer les marchés publics. Vous gagnez des marchés publics, vous ne livrez pas, mais vous êtes payé. Sauf que cela laisse des traces. Une fois que vous vous êtes senti, parce qu'en général, les hommes politiques, les élites politiques se créent à la suite d'une certaine émergence économique. Parce qu'il faut que vous compreniez le lien. C'est lorsqu'économiquement on se sent assez stable qu'on veut se constituer comme élite politique. Alors, le piège du régime actuel ici consiste donc à s'assurer qu'au moment de la construction de votre tissu économique, vous avez laissé beaucoup de saleté sur votre chemin. Et ce sont ces salissures qui vous seront donc reprojetées ou projetées à leur figure le moment venu, lorsque vous aurez l'éveil de conscience politique. Donc c'est voulu, c'est entretenu. Et pour ceux qui sont du système et qui pourraient un jour se sentir suffisamment étoffés pour ambitionner de devenir des concurrents, on les laisse également gérer des dossiers qui ne sont pas clairs pour que le moment venu, on brandisse ces dossiers-là. Le quatrième point, c'est la création continue d'une fausse élite politique. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ce que ça signifie, c'est que Paul Biya ne pouvait pas se contenter de ses vieux amis. Lui, il vit très longtemps. Les Kodok et autres sont morts. Il fallait bien renouveler la classe politique. Comment a-t-il procédé? La technique a consisté à repérer des jeunes gens qui avaient une certaine facilité d'expression, qui avaient déjà acquis une certaine notoriété, et de leur injecter une idée dans la tête, celle de jouer le rôle de politicien de convenance. Le premier point que nous avons évoqué. Du coup, au Cameroun, on a des infiltrés qui sont des élites politiques fabriquées par le régime et qui apparaissent aux yeux du peuple comme étant des opposants et qui entraînent une grande partie du peuple. Vous les reconnaîtrez à leurs attitudes. Je suis particulièrement accusé de ne pas soutenir la jeune élite politique camerounaise. Je vais rapidement répondre sur ces points-là. Actuellement dans notre pays, et je le dis de manière péremptoire, il n'y a aucun candidat jeune à l'élection présidentielle sérieux. Je dis bien aucun candidat jeune à l'élection présidentielle de 2025 n'est sérieux. Au cas par cas, vérifié, c'est des gens qui ont été fabriqués. Prenons quelques cas. Moi, j'ai été séduit par le beau discours de Yodi Hiram. Je le cite, celui-là. Alors, je l'ai regardé de jour, mais je l'ai regardé également de nuit. Et je me suis demandé, d'où vient-il? Où était-il? Est-ce que vous pensez, vous ce peuple, de manière sérieuse, que quelqu'un qui veut être candidat à l'élection présidentielle d'un pays comme le Cameroun, peut jaillir de nulle part à 3 mois d'une élection présidentielle? Non, ne me le dites pas. Moi, Niemek, je suis 10 fois plus populaire que Hiram. Je le suis. Et je serai candidat, sauf que je construis cette présence-là devant. Je vais la construire. Comment Hiram a fait? C'est un blagueur. Il a trouvé ses 30 millions. Hiram pense qu'il peut gagner l'élection, qu'il peut même obtenir de quoi se faire rembourser, c'est-à-dire le minimum de 10%.
Non. Que fait-il là? D'où vient-il? Qui est-il? Qui est derrière lui? Voilà les questions qu'il faut vous poser. Moi, je ne connais même pas le village. J'entends qu'il serait de la zone de Bassay. Je ne connais même pas de quel village il revient. Il ressort. Alors, il y a un autre là, c'est Saxton, qui sort du même village qu'Akeremouna. Mais voilà un illustre inconnu. Il est même proche du ministre de l'administration territoriale. Il partage le même village. Mais on est allé le ramasser aussi pour qu'on dise qu'il y a un anglophone candidat. Mais est-ce que ce jeune homme, sérieusement, pense qu'il a sa place? Qui connaît celui-là? Ainsi, nous pouvons faire déjà la liste de tous ceux qui ne sont pas du tout connus. Mais d'où viennent-ils? Que font-ils dans cette élection présidentielle? Ils font deux choses. Ils troublent l'eau pour qu'on ait l'impression qu'il y a eu un jeu politique et renforcer en cela les résultats, entre guillemets, qu'aura acquis le candidat du RDPC, M. Paul Biya. Parce que quand il sera dit que M. Paul Biya a affronté 11 autres candidats que lui-même à l'élection présidentielle et il les a battus, alors il aura une plus grande légitimité. Mais demandez-vous comment des individus peuvent ramasser autant d'argent pour venir se balader, déposer 30 millions? Non. Deux récompenses les attendent. La première récompense, et vous les reconnaîtrez à cela, c'est que c'est des gens qui pour la plupart feront partie du prochain gouvernement. Lorsqu'ils auront reconnu la victoire du président Paul Biya, ils seront donc enrôlés dans le gouvernement qu'on a appelé d'union nationale, de large ouverture. J'estime, et ça peut s'observer, qu'au fil des ans, au fil du temps, la conscience politique du peuple camerounais s'est effritée, s'est amenuisée, s'est rétrécie comme peau de chagrin. Les Camerounais ont perdu la volonté de participer aux décisions politiques. C'est vrai que ça a été voulu, mais on a cédé trop facilement. Il y a très peu de personnes aujourd'hui qui parlent politique de cette façon. Vous savez que même moi-même, hein, ce que j'entends dire constamment, n'as-tu pas peur d'être tué, des choses... Mais on est rentré dans ça. Mais moi, je vais être honnête, je n'ai pas reçu de menaces dans ce sens-là, on va te tuer. Non, je ne vais pas inventer de menaces que j'aurais reçues, non. Et je crois que je n'en recevrai pas. Je leur fais moins mal que d'autres. Mais je me suis plutôt rendu compte de la facilité avec laquelle ces gens réussissaient à gagner à leur cause. Des gens qui se présentaient comme des opposants. Des proches à moi ont tous les jours cédé à la facilité de l'argent, à la cupidité. Et finalement, je me suis retrouvé comme tout seul, hein, comme si vous aviez été abandonné par un groupe. Mais comme je ne marchais pas, ou je n'ai pas mes positions, mes postures par rapport à quelqu'un, je ne suis pas découragé, je reste droit dans mes bottes, je reste focalisé, je fais le petit travail que je fais. Si d'aventure quelque chose devait se produire en bien ou en mal, ça aurait été le destin. Mais je pense également que ces gens-là, ils doivent se dire qu'il y a des gens qui sont nés probablement avec une étoile qui leur permettrait d'apporter quelque chose de nouveau à ce pays. Parce qu'eux, ils n'ont pas été gentils avec nous. Hein. Ils n'ont pas été corrects avec nous. La peur ne peut pas être notre manière d'exister finalement. Nous devons rompre avec ce genre de réflexe. Oui, j'ai de la famille, moi j'en ai même une très grande. Oui, tout le monde veut voir ses enfants grandir. Mais tous ceux qui sont morts avant moi, ce n'est pas parce qu'ils avaient émis des idées politiques. Hein. Et tous ceux qui mourront avant que je ne meure, ce ne sera pas du fait des idées politiques. Donc, moi, je pense que je peux conserver mes idées politiques qui ne sont pas favorables au régime actuel et vivre. Pourquoi? Et puis, qui sont-ils pour déterminer qui doit vivre et qui doit mourir? Alors, la deuxième question, tu as quel problème avec Cabral et Eto'o? Bon, je vais répondre pour le cas de Cabral parce qu'il est à l'élection présidentielle. Le cas d'Eto'o, c'est une diversion. Il n'est pas candidat, il n'est même pas camerounais. Donc, les Espagnols ne sont pas des Camerounais. Donc, et selon le code de nationalité, le code électoral, un Espagnol ne peut pas être candidat à l'élection. Donc, vraiment, il ne faut pas me distraire avec ce genre de choses. Mais, parlons de Cabral. Je vous ai dit, Cabral, par exemple, pour l'élection actuelle, je l'ai dit, il sait qu'il ne peut pas gagner. Il sait que la seule façon de gagner, c'est de coaliser. Mais de coaliser avec quelqu'un qui a une base solide et qui a la capacité de faire peur au régime. Cabral ne fait pas peur. Cabral, c'est l'enfant des femmes Ndongo, des Magloire Ondoa et autres qui vont dire petit lait, il faut laisser. C'est Tabi, Jean Tabi, mon excellent papa, Jean Tabi Manga recteur qui a recruté Cabral. Donc, il s'attirent un peu engueuler, peut insulter femmes Ndongo, ainsi de suite. Vous comprenez un peu? C'est ça en fait. Donc, ce n'est pas un problème avec Cabral. Mon problème, c'est que Cabral, le sachant, parce que c'est un garçon très intelligent, s'entête quand même à aller seul. Bon, d'où lui vient l'idée qu'il doit aller seul? Parce qu'il a travaillé quoi? Parce qu'il voyage quelquefois dans les villages au Cameroun. C'est ça, travailler? Et donc, c'est plus important que de sauver le pays. C'est plus important que de sauver le pays parce que Cabral a beaucoup voyagé. Je ne vais pas en dire plus sur lui, je ne connais pas sa base électorale. Nous sommes tous deux d'Union Ekele. On va se voir lors des élections législatives et municipales, lui et moi dans l'Union Ekele. Là, ce sera une autre paire de manches. Pour le moment, je dis qu'il n'est pas le candidat favori pour battre Paul Biya.
Et si Cabral d'aventure venait à battre Paul Biya, Cabral ne serait pas capable de revendiquer une telle victoire. C'est le problème que j'ai. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.